Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo conférence sur la Chine. Nous avons intitulé notre conférence Marché intérieur et marché extérieur, affirmation de puissance et de dépendance. Et Michel, première question, comment expliquer ce rebond important de l'économie chinoise au lendemain de cette pandémie? Alors, premier touché par la pandémie, sans doute plus que ce qu'on dit, premier à confiner et puis premier à rebondir, mais sur une base quand même extrêmement solide, hein. Il y a depuis 30 ans un véritable miracle économique chinois. Le revenu par habitant est passé en 30 ans de 700 $ à 18 000 en parité de pouvoir d'achat, et la Banque mondiale estime qu'on a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté. Ça, c'est le premier élément, la toile de fond. Et puis ensuite, une gestion officielle plus intelligente que dans le crack de 2015 où on avait un peu ouvert les robinets du crédit. Là, ça a été, si vous voulez, les financements publics ont été ciblés vers des secteurs clés, technologie, intelligence artificielle, voitures électriques, santé. Plus évidemment la révolution numérique. Donc en bourse, à Shenzhen, plus 30%, à Shanghai, plus classique, uniquement 10%. On a eu en mars 21 les fameux Lianghui, qui sont les trois grandes conférences du Congrès national du peuple, Parlement chinois, du Comité national à la conférence politique consultative, c'est la société civile, et le rapport sur le travail du gouvernement. Et donc on a dévoilé également le plan quinquennal en chinois, mais j'ai pu en avoir un résumé par notre service économique de l'ambassade de France à Pékin. Et là, contre toute attente, il fixe en 2020 un objectif de croissance supérieur à 6%, alors qu'il n'y avait pas eu de chiffre en 2021, pardon, alors qu'il n'y avait pas eu de chiffre en 2020. Et donc, en gros, on va doubler le PIB d'ici 2035. D'accord. Alors justement, vous parliez du Parti communiste chinois et du gouvernement. Quels sont les objectifs du gouvernement chinois sur le marché intérieur? Donc vous parliez de Alors, l'émergence d'une classe moyenne. depuis l'adaptation à Trump, aux sanctions, aux restrictions d'accès à des technologies, et la découverte aussi en Chine de la dépendance, notamment technologique ou dans certains domaines, a amené les autorités à mettre en avant un concept un peu théorique qui est la circulation duale, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur deux jambes en quelque sorte, toujours les marchés extérieurs, l'exportation et le développement du marché intérieur, le cycle intérieur étant conçu comme devant être le moteur principal de la croissance chinoise à venir, notamment en insistant moins sur l'industrie que sur les services, la santé, l'éducation, la rénovation urbaine, la circulation intérieure et des objectifs du style Smart Cities, qui sont tout à fait importants. Les classes moyennes, c'est déjà 400 millions de personnes. 400 millions de personnes qui ont des revenus intermédiaires dans les grandes villes, mais aussi, on oublie souvent ça, les villes de second rang. Donc il y a un moteur de consommation domestique qui, en quelque sorte, est la réponse aux tensions internationales. Alors justement, ces tensions internationales qui sont manifestes essentiellement entre les États-Unis et la Chine provoquent comment dirais-je, quelque chose qui est pas forcément, qui est un peu contre-intuitif, qui est la croissance des investissements étrangers en Chine. Donc Oui. on aurait pu penser que ça soit le contraire. Comment Alors, on il y peut a expliquer deux ça? choses. D'abord, l'ampleur du marché. C'est en train de devenir, en concurrence avec l'Union européenne, le premier marché du monde. Et on observe, en effet, c'est confirmé en 2021, près de plus de 45 milliards de dollars d'investissements nouveaux en Chine pour le premier trimestre 2021. C'est tout à fait spectaculaire. La Chine est devenue en fait la première destination internationale des investissements étrangers devant les États-Unis. Et on a l'impression que c'est un peu une valeur refuge maintenant, d'autant plus que les régulations sont moins fortes, notamment pour les firmes informatiques, il y a moins de protection des données personnelles, donc il y a un marché tout à fait considérable. Et ce qui me frappe, c'est au fond, comme souvent aux États-Unis, il y a la politique chinoise de Wall Street, il y a la politique chinoise restrictive de Washington. Goldman Sachs
a signé un accord avec la Banque industrielle et commerciale de Chine, qui est une banque étatique, pour avoir accès à l'épargne des clients. La Banque commerciale industrielle de Chine, c'est 680 millions de clients. BlackRock a fait la même chose, un accord de partenariat de gestion de fonds avec la Banque chinoise de construction. JP Morgan Asset Management va investir 415 millions de dollars dans la China Merchant Bank. On oublie souvent qu'il y a une tradition commerçante en Chine depuis des siècles, et donc il y a des banques d'État qui sont extrêmement fortes. Amundi et Schroders, du côté européen, ont suivi le mouvement. Et donc, comment est-ce que ça va s'articuler avec la diplomatie restrictive de la nouvelle administration? C'est tout à fait passionnant. Wall Street a sa politique. Alors, du point de vue français et de la mission économique régionale de l'ambassade de France, quelle est l'analyse de cette mission sur l'accès des étrangers au marché français, Oui, au marché chinois? la mission économique de l'ambassade de France publie chaque année au mois d'avril, et donc je l'ai regardé pour cette année, ce qu'ils appellent l'enquête annuelle sur l'accès au marché chinois. En fait, c'est un recensement de toutes les barrières qui sont mises à l'entrée des entreprises et des produits étrangers, au nom de la protection des champions nationaux, d'une innovation indigène, des contraintes de sécurité. Et on observe qu'en fait, l'ouverture du marché chinois ne facilite pas l'accès aux entreprises occidentales selon les secteurs. Lorsque les secteurs sont stratégiques et que l'industrie chinoise est forte, il n'y a plus d'accès possible. Lorsque le secteur est stratégique, mais que l'industrie chinoise est encore faible, par exemple dans l'aéronautique, on ouvre. Alors c'est vrai pour l'aéronautique, pour la France, avec Airbus et les moteurs Safran General Electric, mais pour combien de temps? Lorsque l'avion Comac, qui est un moyen courrier, sera certifié, Airbus aura moins d'accès au marché chinois. C'est vrai également pour le nucléaire, c'est vrai bien sûr pour le luxe, c'est vrai pour le service aux entreprises comme Capgemini, certaines niches technologiques comme Valeo, et puis évidemment tout ce qui est santé et nutrition, parce que là il y a de grandes déficiences en Chine, c'est valable pour Danone, Sanofi, Isigny-Sainte-Mère, le lait, etc. Donc il faut vraiment, l'ouverture du marché chinois doit être regardée à la loupe, en fonction des intérêts chinois. Justement, il n'est pas illimité. Vous parliez d'Isigny-Sainte-Mère. Au-delà de la Normandie, quelle est la place de la France dans les échanges économiques avec la Chine? Alors la France stagne toujours à 1,5%, mais c'est presque partout pareil en dehors de l'Union européenne. L'Allemagne est quand même à 5%, l'ASEAN à 15%, la Corée du Sud est à 10%, Taïwan est à 10%, le Japon est à 12%, les États-Unis à 7%. Donc la France a une présence forte, de niche, mais surtout on a un déficit commercial avec la Chine qui s'est encore accru en 2020 à cause de la chute de la vente des Airbus et des achats conséquents de masse, un chiffre qui n'est pas très connu, qui vient de la mission économique. On a acheté en 2020 pour près de 5 milliards d'euros de masques. Et donc on a aujourd'hui un déficit en croissance de près de 40 milliards d'euros. Il y aura certainement beaucoup d'efforts à faire pour retrouver un chiffre un peu moins déficitaire. Mais on est structurellement déficitaire et on n'arrive pas à convaincre nos partenaires chinois d'acheter plus de produits français parce que précisément le marché se restreint. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Michel et merci à vous tous pour votre participation.